Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Nous avons les oreilles toutes fraîches après une heure de métal. Ah, très bien. Alors, vous-même je vais en profiter pour. On va se glisser dedans avec un pare-jupiclasse. Dans notre théâtre occupé aujourd'hui, dans la salle, on n'est pas seul. Il y a plein de nounours. Ah, C'est très bien. les nounours des Gobelins. On vous racontera tout à l'heure. Vous pourrez nous suivre en vidéo sur franceinter.fr. Okay. Je vous envoie Gojira. Allez, à tout de suite. Vous écoutez France Inter, il est 17h, les infos, Laetitia Gaillet. Quand la majorité passe à l'offensive pour les élections régionales pour les Hauts-de-France où Xavier Bertrand est en tête des sondages, on apprend aujourd'hui qu'Éric Dupond-Moretti va entrer en campagne dans sa région, dit-il, de cœur. Alors à quelle place, ça n'est pas dit, mais l'hypothèse de la tête de liste en lieu et place de Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État, est dans les cartons. Dans l'entourage du ministre de la Justice, on assure pour l'instant que rien n'est fait, que les discussions sont en cours. Pour PACA, on croyait les choses classées après le psychodrame vécu chez les Républicains depuis le désistement de la liste En Marche au profit de celle de Renaud Muselier. Il n'en est rien. Hubert Falco, le maire LR de Toulon, a annoncé aujourd'hui qu'il quittait les Républicains. Il n'aime pas être traité, dit-il, de malfaisant et surtout, il ne veut pas du Rassemblement national à la tête de la région. Qu'on laisse faire à Renaud Muselier une liste de rassemblements pour battre le RN. C'est ce que dit Hubert Falco. Olivier Martoc. Hubert Falco, c'est le poids lourd de la droite dans le Var. 4 fois ministre sous Chirac et Sarkozy, député, sénateur, président du Conseil général et depuis 2001 maire de Toulon et de la métropole. Il est l'homme qui a permis aux Républicains, élection après élection, de limiter la montée du Rassemblement national dans un département où le parti de Marine Le Pen enregistre ses meilleurs scores et détient 3 mairies, Le Muc, Cogolin et surtout Fréjus, ville de plus de 50 000 habitants. L'autre donnée politique, c'est que le parti présidentiel a fait une percée aux dernières législatives, raflant 5 des 9 députés du Var. Les Républicains qui jadis trustaient tous ces mandats n'en ont plus que 3, le MoDem 1. À 73 ans, Hubert Falco n'entend pas se plier à la discipline d'un parti qu'il estime désormais en perte de vitesse. Avec Christian Estrosi, le maire de Nice, il a poussé à l'ouverture des listes à LREM, mais aussi au MoDem, pour rassembler un front le plus large possible pour barrer la route à Thierry Mariani, ancien LR, aujourd'hui candidat du Rassemblement national, donné largement en tête par tous les sondages. Marseille, Olivier Martoc, France Inter. Il est apparu dans une vidéo aujourd'hui, Olivier Dubois, journaliste indépendant français. Il affirme dans une vidéo donc avoir été enlevé par un groupe proche d'Al-Qaïda au Mali. Le Quai d'Orsay a confirmé sa disparition depuis début avril. Reporters sans frontières. Les taux d'incidence sont partout en France inférieurs à 400, mais il reste des départements où la présence des variants reste plus forte qu'ailleurs, notamment en Charente. À la sortie du Conseil des ministres, Gabriel Attal a fait aujourd'hui un point donc sur la situation sanitaire en France. Le porte-parole du gouvernement reconnaît que la menace est encore présente, mais que l'amélioration est nette. Mais si nous maintenons nos efforts, dit-il, les terrasses, les commerces et les lieux de culture pourront rouvrir le 19 mai prochain. Dans une heure, à 18h, il y aura un rassemblement à Mérignac en Gironde. Il aura lieu sur les lieux du drame où une jeune femme est morte hier, brûlée vive par son compagnon dont elle était séparée. C'est le collectif féministe Bordeaux, Collage féministe Bordeaux, qui est à l'origine de ce rassemblement qui est relayé par nous toutes et le planning familial. Cette jeune femme de 31 ans a été tuée donc par son mari qui avait déjà été condamné pour des violences conjugales. Elle, c'est contre le préfet de police de Paris qu'elle en a. La CGT a fait savoir aujourd'hui qu'elle avait l'intention de porter plainte contre Didier Lallemand pour les violences lors de la manifestation du 1er mai à Paris. Le syndicat lui reproche de l'avoir exposé aux violences de certains manifestants à l'arrivée du cortège Place de la Nation en bloquant une sortie. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, avec Hélène Philly. Je dis que c'était organisé et donc pour que ça se passe comme ça, c'est pas spontané. Le fait que d'une part le cortège n'ait pas pu partir là où il était prévu, la préfecture a changé au dernier moment sans nous prévenir et que on est retrouvé rassemblés de tels individus montre que ça s'est pas fait spontanément. La responsabilité des forces de l'ordre, c'est aussi de protéger les citoyens qui viennent manifester. Or, il n'y a eu aucune intervention pour essayer de calmer les esprits, au moins d'éviter ce qui s'est passé. On est en train d'analyser les images. Il y en a beaucoup. Certains sont connus sur les réseaux sociaux pour leurs appartenances ou en tout cas leur soutien au milieu d'extrême droite. C'est pas le 1er mai, le 1er mai, ou les 3 derniers qui ont pu se passer dans la rue, où il y a eu mais une telle violence, ça ne s'est jamais vu. Autant de blessés, une telle violence, de telles agressions, de tels propos. En tout cas, ça fait longtemps que ça ne s'était pas vu. Il faut certainement remonter à plusieurs décennies.
Et hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a lui expliqué qu'il n'y avait pas eu de raté de la police. Emmanuel Macron parle actuellement à l'Institut de France à Paris. Il participe aux commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon. Faut-il commémorer l'empereur ? Ces cérémonies ne sont pas du goût de tout le monde, mais le chef de l'État, lui, assume. Il vient de le dire dans le discours qu'il est en train de prononcer. Napoléon Bonaparte est une part de nous. Il l'est parce que dire son nom continue de faire vibrer partout 1000 cordes d'imaginaire. Les canonnades de la campagne d'Italie, l'entrechoquement des sabres d'Austerlitz, les suppliques grelottantes des soldats de la Grande Armée engagés dans la campagne de Russie. Napoléon Bonaparte est une part de nous. Parce que l'action et les leçons du guerrier, du stratège, du législateur autant que du bâtisseur portent encore jusqu'à notre siècle. Il l'est, car à mesure que son mythe s'est construit, il devint cette part de France qui a conquis le monde. Emmanuel Macron actuellement à l'Institut de France. Et d'ailleurs, après l'Institut de France, Emmanuel Macron se rendra aux Invalides pour y déposer une gerbe au pied du tombeau de Napoléon. Un mot de la pollution aux particules fines dans les cours d'école parisiennes. Elle dépasse les normes sanitaires. C'est l'étude d'Airparif menée dans 44 établissements scolaires qui le dit. On parle là du niveau de dioxyde d'azote issu principalement du trafic routier. 17h06 sur Inter. Ce soir, sur France Inter, Ryoko Sekuguchi est dans leur bleu. 20h, Laura Adler. Elle est à la fois poète, écrivaine, traductrice. Elle est amoureuse des nuages, des haïkus et de la cuisine. Elle est notre invitée pour son nouveau livre intitulé 961 heures à Beyrouth. L'heure bleue, l'espace des possibles. Du lundi au jeudi, sur France Inter, à partir de 20h. Lui, c'est Arthur. Il est fier, car il ne paye plus son électricité. Et oui, avec Enercop, il ne paye plus simplement ses factures d'électricité, il investit dans la transition énergétique citoyenne. Son argent ne part pas dans les poches d'actionnaires, il rémunère directement des producteurs locaux d'énergie renouvelable. Comme Arthur, donnez du sens à vos factures. Rejoignez en quelques clics la coopérative d'électricité 100% verte et locale, 0% nucléaire sur enercop.fr. Enercop, l'énergie militante. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous croyez avoir du mou dans le cerveau, ça tombe bien, par Jupiclas est là ce soir. Du mou dans le cerveau ? Bah oui, je sais pas. C'est de votre faute si c'est le cas. Ah bah d'accord, oui. Ah bah moi j'étais sympa, je disais par Non, Jupiclas, c'est Laetitia cool, Gaillet. mais alors bon, Non, alors bien si on sûr, a je vais du vous mou de défendre, chat, moi. c'est voilà. Je vais vous défendre, moi, Laetitia Gaillet. Et Merci. vous dire merci pour ces informations. Bah, je comprends. Pour tout ce que vous faites pour nous. Toutes les heures, elle est là. Toute l'année. Vous, c'est Même les jours fériés. Voilà. Pour un salaire de misère, on va le rappeler aussi. Voilà. Allons-y. Merci Laetitia, à demain. 9h dans le théâtre occupé de Parjupiter. Et là, elle m'envoie un texto. Ah ouais, t'as répondu quoi? J'ai mis un smiley mort de rire. Oh, j'adore celui-là. Celui avec la tête penchée. Je les alterne, moi, en fait. Ouais. Salut les boomers. Oh là, attends, si on est des boomers, t'es quoi, toi? Bah, moi, je suis à jour, figurez-vous. Ben, toujours la bonne élève, gna gna gna. Ah, mais moi, je suis les jeunes. Moi, je les écoute. Je me mets au diapason. Ah ouais, et se mettre au diapason, c'est pas une expression de yeuf, ça? Je suis pas du tout dépassée, ok? D'ailleurs, j'ai une très bonne amie jeune. Et donc, t'es légitime pour parler à leur place. Voilà, bien En plus, sûr. c'est Jupiclas, alors je vais vous apprendre quelque chose. Bah, le smiley mort de rire chez les jeunes, bah, c'est interdit maintenant. Interdit carrément, mais c'est le retour de la censure infantile, là. Je l'utilise tout le temps. Celui qui a la tête penchée. Hein. Ah ouais. Ah, bah, c'est has-been. Bah, écoute ce que dit la génération Z. On est déjà à Z, quoi. Bah ouais, Z, c'est ceux qui sont nés entre 97 et 2010. C'est pas une génération, c'est les enfants, Va ça. falloir se calmer un peu, les pitchouns, là. Rappelez-moi pour qui on a créé par Jupiclas. Pour les pitchouns. Voilà, alors vous allez me faire le plaisir d'apprendre leur langage. Hein. Oui, madame. Donc vous me bannissez le smiley mort de rire de toutes vos conversations. Mais hein. comment on va faire? Parce qu'on est quand même extrêmement drôle. Oui. Mais c'est ça que la génération Z ne veut pas, c'est les émoticônes au premier degré. Ils aiment pas les blagues de tub. Émoticône aubergine, émoticône pêche, émoticône mort de rire, voilà. Ils sont bien plus subtils, ils préfèrent utiliser le smiley qui pleure ou la tête de mort, qui serait en quelque sorte un usage hyperbolique de l'expression mort de rire, je pense. Hyperbolique. Ouais. Oh, la prochaine fois que j'écris à une jeune, j'écrirai ha 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 en lettres. Moi, je m'en fous, j'écris qu'à des vieilles. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'espace culturel Roselyne Bachelot. Voici la devise du jour.
Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Waterloo. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Sainte-Hélène. Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Charline. Vous poursuivez la lecture d'un roman de Jorge Amado, Bahia de tous les saints. Vous nous avez présenté Jorge Amado comme le Victor Hugo brésilien. Je te présente Georges, l'homme le plus classe du monde. Salut Guillaume Meurice. Bonjour Charline, bonjour à tous. Vous êtes allé traîner vos guêtres dans la rue, peu importe où, pourvu qu'on sache pourquoi. Alors j'ai pas été dans la rue pour une fois, parce que je pouvais pas passer à côté de l'info, l'actu du jour, Oui. le report du championnat du monde de lancer de savonnette mouillée. Ah. Voilà, donc j'ai appelé en fait au téléphone l'organisateur qui était d'ailleurs assez dur à avoir. On est quand même pas mal sollicité par les médias. Bah j'imagine, bien sûr. Très bien. Thomas Croisière, bonjour. Bonjour Charline. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez réussi un exploit. Montrer à Alfred et Gaston le Napoléon d'Abel Gans, un film muet qui date de 1927 et qui dure 5h30. La version courte. Au-delà de la chronique de ce chef-d'œuvre, on est curieux de savoir, au bout de 5h30 de film muet de 1927, comment s'est achevée la séance. Vous pouvez aller dormir tranquille, vous n'êtes pas des petits PD. C'est bon, ils l'ont vu jusqu'au bout. Voici le lion de Waterloo de l'actu, voici Alex Vizorek. Ça fait plaisir, ça me change du mannequin piece de l'info. Laissez-moi vous présenter le reste de l'équipe. D'abord celui qui fait enfin sa rentrée des Jupiclass. On aura donc l'occasion de vérifier s'il a bien préparé ses deux devoirs. Chronique plus chanson, n'est-ce pas, élève Aldebert? Bonjour Alex, je sais pas de quoi je vais vous parler, je vais vous le dire en cours d'émission. C'est bien fait son devoir. Et puis il y aura la plus brillante des élèves de par Jupiclass. J'ai parfois l'impression qu'elle réfléchit plus que la prof principale. C'est Isabelle Sorante. Bonjour Alex, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va clore nos ateliers d'écriture. Très bien. Ajoutez à cela un journal dans la tourmente, des exercices qui démentent et un dessin sur la mauvaise pente. Et vous obtenez une émission dont le taux de contamination augmente. Vous êtes terriblement anxiogène, enfin. Ah là là. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Non, par Jupiclass. Au boulot. Et Max Bird, le professeur titulaire de SVT, étant en arrêt. On est tellement raccord avec la vie enseignante dans cette émission que... Donc le prof de SVT étant absent, en attendant son retour, ce sont ses collègues qui assurent les cours à tour de rôle. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le prof principal. Ah, c'est moi. D'accord. Alors on y va. Cuit à tous. Voilà, déjà non. Bah non, pas cuit à tous. Hein, cuit, pas cuit. Non mais, bah oui, qu'est-ce qui vous dit qu'en Belgique les oiseaux ils font pas cuit? Non mais déjà parce qu'un oiseau ça n'a pas de frontières, Charline. D'accord, la chronique a commencé ou pas? Attends, si Charline parvient à dire cuit correctement, elle va peut-être pouvoir commencer la chronique. Cuit à tous. Voilà, bah c'est mieux. Ouais. Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet de recherche marginal. Comment fonctionne le rire? C'est un sujet que nous allons devoir circonscrire en excluant la question comment fonctionne le rire de Juliette Arnaud. Trop dangereux, hein, cette expérience ne peut être menée que dans le cadre d'un laboratoire. Alors, en répondant à cette question, les chercheurs ont découvert que le rire n'est pas le propre de l'homme. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion? En observant François Fillon. Non. En 99, des scientifiques observent que quand on chatouille des rats domestiques... J'étais pas loin. Ouais. Oui, quand on chatouille des rats domestiqués, ils émettaient un petit son aigu, écoutez, comme ceci. Hein? Non, mais c'est pas le bon son là, mais qui m'a mis ce son? Non, arrêtez ça tout de suite. C'est par Jupiclass aujourd'hui, enfin. Je sais pas, ça doit faire comme ça, je sais pas, bon, voilà. Alors, ça arrive aussi, mais ça c'est le lit plutôt. Mais Max Bird, il le fait, hein, Voilà, ça c'est le rat domestiqué qui rigole. Alors, les scientifiques se sont mis ensuite à chatouiller 5 espèces de primates. Bébés humains, jeunes gorilles, chimpanzés, orang-outans et bonobos. Et devinez lesquels on rit. Tous sauf François Fillon. Tous, oui. Le rire n'est donc pas le propre de l'homme. Mais chez le bébé homme, le tout premier rire émerge autour du 4e au 5e mois de vie. Sauf chez les enfants. De François Fillon, oui, on sait, Alex, merci. Alors, chez l'animal comme chez l'homme, le rire renforce la cohésion du groupe et il présente donc un avantage social en termes de survie. Bah oui, moi si je ris pas, je meurs.
Voilà. Ah voilà, oui. Et oui. C'est ça. Par ailleurs, le rire, qui est un jeu social inoffensif, permet d'éviter l'escalade vers la violence physique. Je vais vous présenter les gens qui veulent me péter la gueule sur les marchés, vous allez changer d'avis. Enfin, si chez les animaux, le lien social se manifeste par le toilettage, eh bien chez l'homme, c'est le rire qui a remplacé le toilettage pour créer du lien social. Des recherches sur les animaux domestiques de François Fillon. Parce que, pas, si, mais ce sera intéressant. Non, mais alors, comment fonctionne le rire ? Eh bien, la neurobiologie y répond. Le rire s'actionne quand, à partir d'un environnement précis, la situation prend une tournure inattendue. Exemple. Moi, j'ai le même truc avec mon pull. C'est tout doux, c'est hyper agréable. Un peu comme ma bille. Exemple. On s'y attendait pas. Il y a 3 étapes dans la mécanique du rire. Première étape, c'est donc le tronc cérébral qui pilote les spasmes du visage et des cordes vocales pour provoquer ceci. Voilà. Ensuite, c'est l'hypothalamus. Vous voyez ce que c'est l'hypothalamus ? Oui, le restaurant. Donc ça, c'est l'hypopotamus. L'hypothalamus, c'est c'est le centre de contrôle du système nerveux. Et c'est lui qui envoie le message au tronc cérébral de l'étape 1 pour générer ceci. Voilà. Et enfin, le cortex préfrontal, c'est lui qui analyse si oui ou non le potentiel comique nécessite de stimuler l'hypothalamus de l'étape 2 qui lance l'étape 1. C'est donc le cortex préfrontal qui décide si une blague est drôle ou non. Écologie, Nike va revendre des chaussures légèrement usagées. Après les Air Max, les Air Jordan, ils vont créer les Air AB ou les AB Pierre. Parce que réutiliser. Voilà. Si, elle était excellente. Donc, là, si vous ne riez pas, c'est que votre hypothalamus fonctionne assez mal. Exactement. Voilà, le cortex préfrontal n'a pas reçu l'information dans ce cas. Et attention, parce que ça ne fait que commencer, parce qu'après le disque... j'en ai d'autres. Oui, malheureusement, après le disque, c'est le journal, il y en a d'autres. Voilà. D'accord. Donc on entraînera votre hypothalamus. Merci, professeur. Je vous en prie. C'est très intéressant. En attendant, Alain Bachung. Ah oui. Bien sûr. Il chante Immortel un jour. Immortel comme lui. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous des faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Vous écoutez France Inter par Jupiclass. Attendez, est-ce que j'étais en train de faire un truc? Je reprends ma feuille. Voilà, c'est ça. Moi, je savais. Il y a des jours, c'est plus facile que d'autres. Puis des jours, c'est plus difficile. Vous voulez cumuler tout. Vas-y que je veux faire la chronique de science. Oui, mais bon. On dirait moi. Ouais. Aujourd'hui, notre théâtre est occupé par des nounours, les nounours des Gobelins. Ceux qui habillent les vitrines des commerçants à Paris et dans plusieurs villes de France et même du monde pour créer à la fois du lien social et de la douceur. Voilà, c'est purement poétique et gratuit, ces nounours des Gobelins. Alors vous pouvez les suivre sur les réseaux, les nounours des Gobelins, partout, et les voir en vidéo, en direct sur France Inter, puisqu'ils peuplent cette salle, cet espace culturel Roselyne Bachelot. La salle est vide habituellement. Et là, est-ce que vous ne sentez pas cet apaisement ? Ah, on est bien. Il n'y a pas plus de 35% de la jauge. Non, c'est bon. Ça, on est réglo. Ils sont pas méga distancés. Ils sont pas méga distancés. Ils sont pas masqués. Voilà, sur franceinter.fr, venez nous voir un petit peu en streaming avec ces nounours. Et tout de suite, l'information. D'abord, ma boussole, c'est la bienveillance vis-à-vis des élèves. Le journal de presque 17h17. T'allonges le bras, tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la Corse. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Et on commence par les titres. Aujourd'hui, on célèbre le bicentenaire de Napoléon. J'adore Napoléon. C'est l'anti-Umtiti. Mais comment ça ? Ben si, Umtiti, c'est un Français qui a infligé une cuisante défaite à la Belgique sur un but qui nous a été fatal. Alors que Napoléon, c'est un Français qui s'est vu infliger une cuisante défaite en Belgique sur une but qui lui était fatale. En Espagne, Pablo Iglesias annonce son retrait de la politique. C'était le leader de Podemos après la déroute de la gauche à Madrid. Un Espagnol qui se retire de la politique après une déroute et qui est de gauche. Est-ce que Manuel Valls a entendu cette information? Et les brèves. Le jour où mes brèves ne seront plus un succès, je me retirerai de la vie journalistique. Parce que là, c'est un succès. Non, c'est pas pour demain. C'est moi qui décide du succès. Ok. C'est le gros avantage. Justement, commençons par une triste nouvelle pour le journalisme. Un journaliste français affirme dans une vidéo avoir été kidnappé par un groupe djihadiste au Mali. Oui, ce qui porte, selon Reporters sans frontières, à 322 le nombre de journalistes emprisonnés à travers le monde. 323. Vous avez oublié Christine Kelly, qui est toujours détenue en otage sur un plateau de CNews. Effectivement. On pense à elle. Passons à la politique avec cet esclandre à l'Assemblée nationale. Et oui, lors des questions au gouvernement, le député François-Michel Lambert a brandi pour défendre la légalisation du cannabis un gobelet. Et il va en sortir quelque chose et sur le gobelet, il a dessiné une feuille de cannabis. D'ailleurs, le simple fait de montrer ce gobelet, je pourrais être inquiété pour montrer la légalisation du cannabis. S'il vous plaît. Le simple fait de sortir un joint Lambert. pourrait également créer des exclants. Monsieur Lambert, il est interdit par notre règlement de brandir ce type à un débat. Richard Ferrand, très très tendu. Ce type d'objet, qui était donc un joint dans l'hémicycle, justement pour défendre la légalisation. Heureusement qu'on n'en est plus à débattre de la légalisation de l'avortement. Il aurait été obligé de brandir un candidat des anges de la télé-réalité. Et cet acte n'a pas du tout plu au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pas du tout, de toute manière, on le sait, il est contre à peu près toutes les drogues. Je dis à peu près parce que pour le GHB, je ne suis pas sûr. Voilà. Justement, élection départementale à présent. Gérald Darmanin va être candidat dans le Nord. Ah, là, il va pas pouvoir nous dire que l'interdiction du cumul des mandats, il n'a pas violé. Pas pour le dire. International maintenant, Donald Trump a lancé son propre réseau social inspiré de Twitter, une plateforme dont il est le seul membre pour l'instant. Oui, c'est un bon début déjà. Un nationaliste réac qui crée un truc pour pouvoir continuer à l'ouvrir en étant tout seul. On dirait Nicolas Dupont-Aignan et Debout la France. Une page conso dans une vidéo choc dont ils sont coutumiers. L'association L214 a dévoilé l'horreur d'un abattoir de truies en Bretagne, abattoir du groupe Intermarché. Alors qu'on connaît tous le dicton. Il ne faut pas faire autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est le dicton. Sans transition, histoire avec un documentaire, La vie sexuelle secrète d'Hitler, qui dévoile que le Führer aimait que les femmes urinent sur lui pendant les rapports sexuels et qu'il était incestueux avec sa nièce. Alors ça... Quoi ? On pense connaître les gens.
Et du coup, je vais revoir mon image. Allez, les brèves. Allez, les brèves. Aux États-Unis, dans la course au poste de gouverneur de Californie, un candidat a fait campagne, et attention, je suis dans l'actu du jour chez nous, accompagné d'un ours de 500 kilos. Il s'appelle comment ce candidat? John Lassalle, je crois. Et la dernière? Et la dernière en Belgique, on nous l'a beaucoup envoyé celle-là sur les réseaux, Charlie Desvoix. Un agriculteur a déplacé une borne censée délimiter la frontière avec la France pour que son tracteur puisse passer. Résultat, la France est plus petite de 2,2 mètres exactement. La question se pose, est-ce que le pays, du coup, n'est pas trop étroit pour contenir l'ego de 67 millions de Français? Voilà. Oh là là. Pas la réponse. C'est un exercice pour le faire chez vous. Merci Alex Vizorek, il est 17h24 à Austerlitz. Oui. Et Juliette Arnaud, passons à la littérature. Vous poursuivez la lecture d'un roman de Jorge Amado, Bahia de tous les saints. Nous sommes au Brésil dans les années 30. Baldo est descendant d'esclaves. Depuis le haut d'une colline, il regarde au loin la grande ville, Salvador de Bahia, la plus coloniale des villes brésiliennes, et il aspire à devenir un homme libre. Baldo, vous nous disiez mercredi dernier, ça pourrait être Gavroche, et Jorge Amado est un petit peu le Victor Hugo brésilien. Le Pelé, elle l'a dit. Alors, le héros, Baldo, il a trouvé des copains de sa sorte dans la rue, comme vous dites. Ils se sentent les princes de la ville, mais que va-t-il advenir de Baldo? C'est maintenant que vous nous le racontez, Juliette. Oui, parce que ça y est, l'âge de la guerre des boutons, c'est fini. La guerre des boutons, d'ailleurs, le film finit sur 2 jeunes garçons enfermés en pension pour cause de trop de conneries par leurs pères respectifs, et un des gamins de clore le film en disant « Et dire que quand on sera grand, on sera aussi bête qu'eux ». Sur ce, course-poursuite dans le dortoir, et les 2 mômes se prennent dans les bras l'un de l'autre parce que c'est bon, ils sont pas encore trop bêtes. Bon, Baldo, à présent, il a grandi, il a 18 ans, est-il devenu bête? Alors, il a 18 ans, mais il en paraît 25, c'est qu'il en a vu du pays. Certains de ses amis mendiants sont morts, il est devenu boxeur, il a écrit des sambas tout en ayant beaucoup d'histoires d'amour tout à fait charnelles, merci bien. Il a bossé dans une plantation de tabac dans des conditions qui rappellent en gros Germinal de Zola, comme quoi, non, la misère n'est pas moins pénible au soleil. Plantation de tabac dont il s'est enfui avec toutes les polices du coin aux fesses. Il a travaillé dans un cirque qui a fait faillite. Alors il reprend à Bahia sa vie de traîne savate en se disant « Ah ben mon vieux, si j'aurais su, j'aurais pas venu. » Mais il a changé, Baldo. Il n'est plus gai comme avant. Il se met à avoir des idées tristes. Amado écrit. Baldo se rend compte que s'il rit, c'est plutôt pour mettre les autres en colère parce qu'il en a envie. Pas bête donc, mais amer et colérique. Et puis trop souvent, lui revient le souvenir du visage de Lindy Nalva. Ah, flûte. Je vous ai pas causé de Lindy Nalva. Ah, la boulette, la mouche dans le lait. Allez, zoomaille, flashback. Baldo, quand il était petit, sa vieille tante meurt et il est embauché dans une maison bourgeoise où il noue une amitié proche de la dévotion avec la petite fille de la famille qui est nommée Lindy Nalva. Elle est aussi blanche qu'il est noir, elle est aussi riche qu'il est pauvre. Ils s'aiment tout à fait gentiment, sauf que la cuisinière blanche, par jalousie, accuse Baldo d'avoir épié la petite fille quand elle prenait son bain. Baldo est chassé et dès lors, c'est une obsession qui revient toujours. Il la voit dans chaque femme qu'il aime ou est supposé aimer. Il voit son pâle visage plein de taches de rousseur, danser dans la lune. Allez, on repart dans l'autre sens. Et là, normalement, vous vous dites, mais enfin, juste ciel, c'est quoi ce mélange des genres, la colère du réfractaire, avec cette passion pour un fantôme du passé? Oui, vous vous exprimez très bien dans ma tête. Eh bien, ça, c'est tout pile le truc chez Amado. C'est exactement ce qu'Albert Camus célébrait à l'époque de la première publication du livre en France, quand une certaine élite, lettrée, tant brésilienne que française, reprochait à Amado ce bazar baroque. Et puis on lui reprochait aussi, les orthodoxes communistes lui reprochaient sa complaisance pour les marginaux, les vagabonds, les déclassés, les révoltés, plus que les révolutionnaires. Camus, il admirait, et je le cite, l'utilisation que faisait Amado, son utilisation émouvante des thèmes feuilletonesques, son abandon à la vie dans ce qu'elle a d'excessif et de démesuré. Donc Baldo reprend la bonne vie qui passe à ne rien faire, à bagnauder dans la ville endormie. Sauf qu'un jour, Lindy Nalva revient dans sa vie. Alors là, Baldo va s'enraciner. Lui qui avait toujours eu un souverain mépris pour les travailleurs, va comprendre à la faveur d'une grève qu'on ne peut rien sans eux. Oui, mais Lindy Valna et ses taches de son alors? T'inquiète Guinguette, c'est là, c'est en poche et dans toutes les bonnes bibliothèques. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci pour cette lecture et je remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont écrit sur notre adresse parjupiter@radiofrance.com pour me signaler que j'avais mal prononcé Georges Amado et que ça se prononçait Georges. Ah, alors moi on m'a dit que ça se prononçait Georgé. Ah, alors... mais mettez-vous d'accord les gars. Ouais, Georges ou Georgé, ouais. Voilà, vous pouvez nous réécrire si on s'est gouré. Voilà, n'hésitez pas. Sinon, dites ce que vous voulez. Mais en tout cas, on vous lit et on tient compte de vos remarques. On Son essaie de surnom, c'était s'améliorer. Kiki. Voilà, faut mieux m'appeler Kiki. Information à prendre en condition. Merci Juliette. Alors le premier mercredi du mois, il se passe toujours quelque chose de spécial. Et oui, c'est la fête, car il quitte son doux pour venir dans le dur. De l'équipe de Par Jupiter, évidemment. Monsieur Aldebert. Encore masqué avec mes 2 guignols, la séance d'Aldebert hier, c'était The Mask de Chuck Russell. Splendide comédie qui, en 94, rapporta plus de 300 millions de dollars au box-office mondial et fit instantanément de l'homme élastique Jim Carrey et de la femme atomique Cameron Diaz 2 stars internationales. En fait, c'est un monsieur qui n'a jamais le sens, qui peut jamais rien faire, un peu comme François Perrin dans La Chèvre. Et puis il a trouvé un vieux masque tout pourri dans l'eau. Et puis avec ça, il devient tout vert et puis c'est exactement le contraire. Il peut réaliser tous ses rêves. Mes 2 toons ont adoré ce film. Surtout... Tu fais quoi, Aldebert, là? Ouais. J'ai montré The Mask à mes enfants hier soir et j'en parle sur France Inter, quoi le problème? Mais c'est le principe de ma chronique, ça. Tu me donnes envie d'imiter Giscard. Monsieur Croisière, vous n'avez pas le monopole de l'enfant chroniqueur. Savez-vous combien il y a d'enfants de moins de 15 ans en France, Thomas? Je m'en fous. 12 millions. Alors Camembert. Mes 2 toons, donc disais-je, adoraient ce film, surtout... Quand il a mangé la dynamite. Quand il a un meilleur masque et puis à ouvrir, il a tiré un morceau de son pantalon. En revanche, ils n'ont... Papa, nous aussi on a vu The Mask. C'est qui ces 2 ringards qui nous piquent notre boulot? Oh Alfred et Gaston, vous détendez, hein, parce que mes enfants, ils vous plient à la bagarre, hein, ils vous défoncent. Je reprends, pardon. En revanche, mes 2 merveilles n'ont pas pu regarder tout le film. Je peux pas savoir, vu qu'il y avait trop d'amour, j'ai pas du tout regardé le film. Enfin, je me suis évanouie. C'est marrant, chez toi aussi, ils trouvent ça dégueu, les scènes d'amour. Ah ouais, toi aussi, pareil? Attends, demande à Gaston. Moi aussi, j'ai failli m'évanouir pendant le film. Chez les Croisières, les bisous, ça passe pas, mais alors pas du tout. Si c'est pour échanger sa salive, on n'a qu'à se cracher dans la bouche. C'est bien aussi. Comme ça. Bon, allez, faut bien viser, hein, mais... T'imagines, tu te la reçois dans l'œil? Je suis curieux de voir leur tronche quand tu vas leur repasser la séquence dans 4-5 ans. Tu vois. Ils demanderont le droit à l'oubli numérique. Ils ont quel âge, les tiens? 5 ans et 7 ans. C'est le même âge que les miens quand ils ont vu The Mask pour la première fois. Ils avaient aimé? Ils ont adoré, tu veux dire. D'ailleurs, ils le regardent encore et encore. C'est que le début, d'accord. Tu sais que Jim Carrey en Tex Avery, avec un chien qui fait du frisbee, mais c'est imparable. Tu sais quoi? On pourrait peut-être mater Ace Ventura, détective chien et chat tous les 6. Tu fais quoi ce soir? Écoute, ça me va. Je veux bien regarder Ace Ventura, chez toi, avec mes mots, mais j'amène les bières. Nous, on va boire quoi? Du iced tea à la pêche, ça changera. C'est con. Bon, en attendant, comme je t'ai piqué ta chronique, Thomas, est-ce que ça te dirait que je te prête ma chanson? Allez. Vous êtes mignon. Aldebert, qui traverse la scène de l'espace culturel Roselyne Bachelot pour aller saisir sa guitare devant un public venu nombreux. Vous êtes là, les nounours des gobelins? Oui. Voilà, ils sont là. Il y en a combien? Il y a, je sais pas, entre 20 et 30 nounours, dont un qui enlace Juliette. Et vous pouvez nous suivre bien sûr sur franceinter.fr en streaming vidéo. Voici Aldebert & Co. On en a vu des gens masqués au cinéma, à la télé. En latex chez Fantomas ou masque de fer chez Dumas. Des masques beaux, des masques laids, des qui font faux, des qui font vrai. Des politiques pour Vendetta ou en musique chez De Palma. Le masque qui fait frémir celui qui cherche à séduire. Sans visage de Miyazaki ou Casanova de Fellini. Le masque du meurtrier ou le loup du vengeur masqué. Celui du tortionnaire de Sceaux, celui du légendaire Zorro. Sans doute avez-vous remarqué ce bien triste décalage? Quand toute la terre est masquée et qu'on joue le même personnage. Quand est-ce qu'on va en finir avec ces rectangles bleus? Quand est-ce qu'on pourra sourire
autrement qu'avec les yeux. À bas les masques, fabuleux et mythologiques, ou ténébreux et tragiques. Le masque du Minotaure, celui du Seigneur Vador. Des masques pour les épopées, ou des masques pour faire flipper. Du silence des agneaux au Seigneur des Anneaux. Sans doute avez-vous remarqué ce bien triste décalage. Quand toute la terre est masquée et qu'on joue le même personnage. Quand est-ce qu'on va en finir avec ces rectangles bleus? Quand est-ce qu'on pourra sourire autrement qu'avec les yeux? À bas les masques. Et même ici dans nos couplets, elle n'a plus le monopole du célèbre bal masqué, la compagnie créole. Pendant toute l'année, on prépare les costumes. Dracula, Casanova. Thomas, on se détend, on se calme, on respire par le nez. Qu'est-ce qui vous prend? Bah t'as dit au bal masqué, alors moi... C'est déjà Sardou sur Inter, c'est chaud. Ouais. Alors la compagnie créole, j'en doute. Je vous propose un petit compromis. Ok. Quand est-ce qu'on va en finir? Bon, et mon bal masqué alors? Avec ces rectangles bleus, ça arrive. Non. Quand est-ce qu'on pourra sourire? Non mais parce que t'avais dit compromis. Autrement qu'avec les yeux. Tu peux pas changer les paroles un peu? Si. Au bal masqué. Oh ouais, voilà. Elle danse. Au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter. Oh ouais. De danser. Au bal masqué. Aldebert, Thomas Croisière, bravo les garçons, merci. Et merci à Alfred et Gaston, bien sûr. Et comment s'appellent vos enfants, Guillaume Aldebert? Charlie et Gabin. Charlie et Gabin. Élison, mais elle n'était pas là. Élison, on vous embrasse très fort. Tous les trois, on vous embrasse. Ils ont un petit accent franc-comtois, très mignon. J'ai entendu. Voilà les deux familles, Croisière et Aldebert, réunies pour cette chronique à beaucoup de voix, évidemment. Et dans ce Par Jupiclass, pour les pitchouns, que se passe-t-il maintenant, Alex? Eh bien, on a déjà entendu vous-même, Charline, nous parler brillamment de science, Juliette Arnaud, Aldebert et Thomas Croisière. Et comme il aime bien s'entendre, il reviendra nous parler de cinéma après qu'Isabelle Sorante nous ait parlé d'écriture. Mais tout cela n'aura lieu qu'une fois le moment difficile de l'émotion. Celui... Ce moment difficile où il faut faire croire à Guillaume Meurice qu'il est plus pertinent que drôle. Oui, ça va être difficile aujourd'hui parce que c'est une chronique sport avec cette triste nouvelle qui a fait grand bruit, l'annulation pour cause de crise sanitaire du championnat du monde de lancer de savonnette mouillée. Alors vous n'avez pas pu passer à côté de l'info puisque ça a fait la une de l'équipe, je crois, l'ouverture des JT. Dans le milieu de la savonnette mouillée, c'est un véritable cataclysme. Alors pour les plus étourdis, je résume, c'est un championnat du monde qui a lieu normalement tous les ans au Ménilgarnier dans la Manche. Bon, ça je pense que tout le monde savait. Oui, ça on est au clair là-dessus. Bien sûr. C'est le Maracana. Voilà, on peut dire ça. Vraiment, c'est la Mecque de la savonnette mouillée. Bien sûr, mouillée. Et ça consiste, comme son nom l'indique, à réunir les meilleurs lanceurs et lanceuses de savonnette mouillée du monde. Alors, je sais que là, j'aurais dû placer une blague sur l'hygiène de Michel Houellebecq, mais le cœur n'y est pas. Voilà, aujourd'hui, c'est... parce que c'est reporté. Voilà, c'est annulé. C'est tous les fans de lancers de savonnette mouillée du monde qui sont déçus. J'en faisais partie. J'avais l'album Panini des lanceurs de savonnette mouillée. On l'avait tous quand il était gamin, sauf Charline, qui avait l'album des sous-secrétaires d'État au logement depuis 1832, évidemment. Alors pour en parler, j'ai appelé l'organisateur de l'événement, le président de la fédération de lancer de savonnette mouillée, Harold Aurel, et j'en ai profité pour lui demander de rappeler tout simplement l'historique de cette compétition mythique. Au départ, ça durait un mois, c'est-à-dire tous les jours, on faisait du lancer de savonnette, et puis effectivement, ça prend quand même pas mal de temps, de présence et tout, et donc on a décidé de faire ça sur 4 week-ends de qualification. Il y a plus de 1000 lanceurs qui viennent. Du monde entier. Ah oui. On peut dire qu'on a reçu à peu près une vingtaine de pays différents. Plus de 20 pays différents. Donc là, vraiment, c'est sérieux. Il y a de tout, des Canadiens, des Américains, des Belges, qui ont, paraît-il, une belle possession de savonnette mouillée. Mais aucun titre, pas des Belges, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un événement important, majeur, d'ampleur, où le rythme est très soutenu. Ça équivaut à peu près à 5-6 000 tirs. On prend les 10 meilleurs par catégorie, c'est-à-dire qu'il y a 14 catégories différentes, 7 catégories masculines, 7 catégories féminines. Et c'est quoi les catégories alors? Alors, entre 5 et 12 ans, il y a entre 12 et 16 ans, après on passe aux seniors, à l'élite,
Après, on passe en e-sport. Ah bah oui. Ah bah oui, non, on les a pas oubliés. Ah mais alors là, on peut dire, voilà, si la discipline est un jour présente aux Jeux Olympiques, il y aura aussi les Jeux Paralympiques de lancer de savonnette mouillée. Alors pour le moment, c'est en attente de validation par le CIO, je crois. Mais je vous rappelle qu'il y a du lancer du disque aux Jeux Olympiques. Oui. Voilà, donc je parle pas de ceux qui mettent Carla Bruni sur l'antenne, attention. Hein. Donc je vois pas pourquoi il y aurait pas des savonnettes mouillées aussi, c'est pas logique. Rappelons quand même, alors peut-être pour les étourdis, les règles. Simplement prendre une savonnette, la tremper dans un seau d'eau. Ouais. Et la lancer aussitôt. Hein. Donc il y a une piste d'élan au maximum de 5 mètres, avec ou sans élan, on n'est pas obligé. Et le terrain, il fait 12 mètres de large sur 120 mètres de long. Ouais. Et voilà, il faut lancer le plus loin possible. Oui, voilà, il n'y a pas de surprise. Hein. Voilà, les règles sont vraiment logiques. Alors il y a des gens qui disent oui, attendez, c'est con. Alors, je vous rappelle, attendez, parce que je vous rappelle qu'il y a des sports qui consistent à mettre des gants et monter sur un ring pour casser la gueule à quelqu'un qui vous a rien fait quand même. Donc, il faut relativiser toutes les conneries. Alors, évidemment, comme dans tout sport de haut niveau, quand on pousse la performance à son maximum, il y a des accidents, bien sûr. Il y a une savonnette qui dévie dans le public, bon, ça arrive. Hein, ah, il y a des accidents, vous voulez dire des cocards, il y en a eu certains, mais bon, voilà. Mais ça reste quand même un sport... À risque, bien sûr, mais bon... On fait une grosse publicité sur la sécurité, sur les spectateurs, en leur précisant bien que leur intérêt, c'est de regarder le départ de la savonnette. Ouais, il y avait quand même une pédagogie à avoir vis-à-vis du public, à des spectateurs. C'est vrai qu'il y a eu des accidents. Harold l'a rappelé, il y a eu ce qu'on a appelé dans le milieu le Hazel de la savonnette mouillée, avec plusieurs blessés, bien évidemment. Mais ça va mieux, les choses s'arrangent et les blessés se comptent désormais plus dans les rangs des sportifs eux-mêmes. Le principe, c'est bien de s'échauffer l'épaule parce que souvent il y a des claquages. Hein. Ça arrive souvent. On en a une dizaine par an. Une dizaine par an ? Oui. Ouais, c'est la blessure la plus répandue. On sait que le sport comme ça de compétition maltraite les corps. Moi, je le vois chaque année au championnat d'Europe des gainages. Nous, les sportifs de haut niveau, c'est quelque chose qu'on a intégré, hein, bien sûr. On vit avec le risque au jour le jour. Et puisqu'on parle de championnat du monde, là, parlons de champion. Qui est le recordman du monde ? Ah, c'est Julien, notre ami Julien Feuillet. Ouais. Lui qui est monté à 92 mètres 43 là. Ah ouais. Ouais, c'est presque la longueur d'un terrain de foot. Hein. Est-ce qu'il a pris la grosse tête depuis ? Pas du tout. Bon, espérons que ça continue comme ça. En tout cas, on le salue. Je crois qu'il y a un docu Netflix en préparation sur sa carrière. Espérons que ce sport ne soit jamais acheté par le Qatar. Hein. Espérons que ces champions ne viennent jamais dans nos publicités nous vendre de la merde comme on en a connu d'autres. Espérons qu'il reste comme tous les sports auraient dû le rester, un simple amusement populaire, une savonnette mouillée dans l'aridité crasse de notre monde moderne. Oh là là, Guillaume. Ah, c'est fabuleux. Et quand on a fait genre 30 ans de prison, on sort champion du monde, de toute façon. On peut se entraîner. Oh, évidemment. Vous mettez comme ça la vilénie. Il vient de faire un beau moment de poésie. J'ai brisé la magie. Une blague de Tom. Voilà. Et voilà. C'est un peu la douche écossaise, cette émission, j'ai l'impression. Bah non, j'ai parlé de savonnette et de prison. Je sais oui. Pas. Non. Oui, Charline Vanhoenacker. Ne nous prenez pas pour des... Bon, allez, autre type de sport alors. Sport pour les méninges, les exercices. Un exercice, bien sûr. C'est le mien, le premier. Concert test regroupant 5000 personnes qui devrait avoir lieu le 29 mai à Bercy. Mais te souviens-tu que Bercy ne s'appelait pas Bercy, parce qu'on a des jeunes, évidemment. Il s'appelle plus Bercy. Il s'appelle plus. Retrouvez le nouveau nom de cette salle de spectacle. Réponse A, la Nicolas Sarkozy Arena. Réponse B, la Tina Arena. Blague qui aurait mieux marché en 99. Allez plus haut. L'Accor Hotel Arena. Ou réponse D, la Benko, Citroën, Flunch, Amazon, Nestlé, Total, Burger King, FedEx. Oui, on a compris, je crois. Ikea, Durex, Playboy, Pornhub, Pornplay, Alex Arena. Pichoun, alerte Pichoun. Merci. Alors, après le coup magistralement raté par Jean Castex avec le ralliement annulé de la liste LREM à la liste Renault Muselière en PACA, classe ce coup politique parmi le top des 4 plus grands coups politiques du 20e et 21e siècle réunis. Alors, petit A, le j'y vais pas de Hollande en 2017, en espérant que tout le monde le supplie de rester, et puis non, en fait. Petit B, la candidature de François Fillon à la présidentielle malgré les affaires judiciaires. Petit C, la confiance des communistes en Mitterrand, en disant non, mais il a l'air sympa, c'est pas le genre de mec cynique qui va nous trahir. Petit D, le choix de Pétain de suivre les Allemands, faites-moi confiance, j'ai vu la compo de leur équipe, ça part en finale sans problème. Et puis ce Adolphe, quel tacticien hors pair. Guillaume. Aujourd'hui, la France commémore le bicentenaire de Napoléon, hein, plus personne ne l'ignore, mais pourrais-tu nous dire la différence entre Napoléon Ier et Napoléon III ?
C'est dur ça. Alors réponse A, c'est comme le film Les Bronzés. Le 1 est mieux que le 3, clairement. Réponse B, Napoléon III est le neveu de Napoléon Ier, comme Olivier de Hamel est... Non, la comparaison s'arrête là. Voilà. Réponse C, c'est la même personne. Napoléon III désigne le 3e mandat de Napoléon Ier, réélu après une alliance réussie avec Renaud Muselier en PACA. Ou réponse D, ce sont 2 guignols qui seront de toute façon balayés dans l'histoire par l'empereur Francis Lalanne. Merci Guillaume. Les réponses que vous attendez tous sur la page Facebook de l'émission, dont l'intérêt est de relire les questions surtout. Alors, qu'avez-vous prévu Alex pour relever un petit peu le niveau de cette émission ? C'est l'heure d'un exercice plus intellectuel que les précédents et je vais vous dire, c'est pas si compliqué que ça. C'est l'heure de l'atelier d'écriture d'Isabelle Sorante. Alors, Elisa quitta la cour et retourna devant l'allée de son immeuble. Le solitaire du rez-de-chaussée était en train d'en sortir. Sans regarder Elisa, alors qu'il ouvrait la porte, il s'arrêta, la main toujours sur la boule de métal qui faisait office de poignée. Quelques secondes d'immobilité s'ensuivirent. Cette main-là était fine, avait l'air douce, les doigts étaient allongés, les ongles propres. L'imagination d'Elisa se mit à visualiser la vie d'une personne à laquelle pourrait appartenir une main comme celle-là. Cette personne-là se serait appelée Malo. Il serait un peu auteur, un peu artiste. Il travaillerait comme prof d'art pour les adolescents. Il serait très solitaire, mais un sourire timide traverserait de temps à autre son visage, unique témoignage d'un lien aux autres, ses yeux étant dissimulés sous une dense masse de cheveux noirs. Elisa détacha ses yeux de cette main pour jeter un coup d'œil au visage toujours baissé qui se trouvait en face d'elle. Elle ne fut que modérément surprise de voir le front et les yeux de son voisin recouverts d'une épaisse frange de cheveux noirs. Alors, vous venez d'entendre un très bel extrait du roman de Lia, l'une de nos auditrices, qui suit nos ateliers depuis le début et qui a écrit l'histoire d'Elisa, une jeune femme qui, après un burn-out, se découvre d'étranges pouvoirs psychiques et elle est capable de lire les pensées, entre autres. Comme vous venez de l'entendre, Lia, notre auteure, a un don pour faire voir le monde par les yeux de son héroïne et créer cette atmosphère onirique et poétique, donc qui est très réussie. Et aujourd'hui, pour la dernière session de cet atelier, je vais tenter de répondre, ou plutôt de commencer à répondre à une question que vous êtes nombreux à poser. C'est comment retravailler une histoire ? Comment relire ? À quel moment ? Quand fait-on ce travail de relecture, de coupe, d'approfondissement, de retour en arrière ? Alors, si je devais donner une réponse personnelle, je dirais qu'il faut avoir absolument mis un point final à un premier jet de votre histoire, parce que l'écriture ressemble à l'exploration d'un monde sauvage. Et il y a un temps où il faut avancer sans se retourner, se dire « je verrai ça après », pour ne pas risquer d'être pris dans un retravail minutieux, incessant et éternel, comme un U-turn démoniaque qui rend fou. On retravaille encore et encore sur le même détail jusqu'à ne plus rien voir du tout, comme le vieux maître Fraunhofer qui finit par en mourir dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac que je vous recommande, chers amis. C'est ce que fait Alex Vizorek avec les brèves. Hein. Oui, il relit, a un côté Fraunhofer. Il revient en arrière, il peaufine. Oui, et après, ça n'avance pas. Hein, et on distingue un détail éclatant, subjugant. Regardez, je regarde en l'air, c'est la moquerie qui passe au-dessus. C'est... et elle a chuté derrière. Loin derrière. Vraiment, Donc, mieux vaut écouter, Alex, les conseils d'Haruki Murakami. Se sentir très libre dans l'écriture d'une première version et ensuite seulement retravailler. Voici donc un conseil de l'auteur de Kafka sur le rivage, tiré de son essai Profession romancier. Une fois le premier jet achevé, je fais d'abord une petite pause. En général, je me repose pendant une semaine. Puis j'entame les retouches. Je reprends le manuscrit depuis le début et je le gratte. J'essaye d'en effacer les aspérités. Telle est ma manière de faire. Je rabote franchement certaines parties, j'en fais gonfler d'autres et j'ajoute ici ou là de nouveaux épisodes. Pour vous lancer dans ce travail de relecture, vous pouvez imaginer 3 chemins qui bifurquent, comme dirait Borges. Premier chemin, que les promesses soient tenues. Si par exemple, votre héroïne Alex se blesse la cheville au début du roman, vous vous doutez que dans une histoire d'épouvante, sa blessure va s'infecter horriblement et qu'elle sera probablement amputée sans anesthésie. Alors que dans une romance, elle tombera amoureuse du gentil infirmier des urgences. C'est à vous d'en décider. Mais en tout cas, il ne peut pas ne rien se passer. C'est-à-dire,
si elle s'est blessée la cheville au début, eh bien c'est une promesse que vous avez faite au lecteur et il faut la tenir, il faut donner une suite à tous les événements que vous avez lancés. Deuxième chemin, que les longueurs soient supprimées. Donc quand vous relisez, si vous vous ennuyez vous-même, ou si vous décrochez, il faut probablement couper un peu ou retravailler. Troisième chemin, que la folie soit augmentée partout où elle peut l'être. Ça, c'est le point essentiel. Je n'en dirai pas plus, mais il faut augmenter la folie partout où elle peut l'être. Je n'ai pas le temps d'en dire plus parce que cette chronique touche à sa fin, mais pour terminer cet atelier, j'ajouterai que retravailler une histoire, en fait, c'est un peu comme si vous aviez l'occasion inouïe de revivre votre vie en corrigeant vos erreurs ou pire, en les aggravant à volonté. C'est un privilège très rare, un privilège magique qu'il faut saisir quand l'occasion s'en présente. Donc, bonne réécriture à tous nos auditeurs. Oh, merci Isabelle Sorante pour ces excellents conseils qui sont valables aussi pour les nouvelles, les chroniques. Pour les chroniques. Réécoutez tous bien Isabelle Sorante. Moi, je fais ça tout le temps. Raboter, ajouter de la folie, mais bien sûr. Merci Isabelle Sorante pour tous ces épisodes d'ateliers d'écriture que vous avez suivis avec nos auditeurs qui ont été très participatifs. Ah oui, qui ont écrit des très belles choses. Mais oui, on les a lus, on a reçu pas mal de courriers sur parjupiter@radiofrance.com avec Isabelle Sorante et son atelier. Après, vous nous raconterez des contes, vous restez avec nous. Exactement, des contes et légendes. Allez, Benny sings. Et qu'est-ce qu'il sings? Here it comes sur France Inter. Rooftop, parking lot, 8-6 and whatnot. You can see all the way to the final bus stop where we met in July. I was broke, you were hot, and this blue sky reminds me of things we forgot to say. Here it comes, look at the sun, it's all we need for now. Number one, here it comes, look at the sun, it's all we need for now. Number one, my head still hurts if we fell off that church. You remember I told you that you were my first. When we move up the hill, I promise I will start the life that we dreamt of. I know it, I feel it now. Here it comes, look at the sun, it's all we need for now. Number one, here it comes, look at the sun, it's all we need for now. Number one. Listen to the sound, summer's coming round, so why do we talk and talk? Let it all be common sense, all you need until nightfall, and you know it, irrational peace. Vous écoutez France Inter, c'est mercredi, c'est par Jupiclass. Et mercredi dernier, Juliette Arnaud nous faisait découvrir Jorge Amado, ou Jorge Amado. Non, tant qu'un spécialiste de la littérature brésilienne ne nous a pas écrit sur l'adresse, moi je n'oserais pas m'avancer. En tout cas, le grand écrivain brésilien. Alors si à l'antenne, ça nous donnait presque des airs du Masque et la Plume avec votre chronique, Juliette, pendant le disque, ça vire PMU. Alors écoutez ce que les garçons font de tout ce partage hautement littéraire que nous offre Juliette Arnaud, c'est le making-of. Est-ce qu'un écrivain brésilien ne fait même pas Pelé? Quoi? Pelé, il a sûrement fait une bio, Pelé. Bah, c'est sûr. Écoute Alex, pour la fin de l'année, je te promets que si Pelé a écrit un livre, je le chronique. Bah, bien sûr qu'il a écrit un livre, Pelé. C'est sûr qu'il a écrit un livre. Enfin, pourquoi t'as jamais fait un livre de Zidane? Il a écrit des livres, Zidane. Toujours tes trucs, tes machins qu'on connaît, on sait pas qui c'est. Poulidor, la biographie de Poulidor. Je vais le faire.
Pelé, c'est pas chiant. Hein. Il y a un très beau docu sur Netflix. Par contre, on est d'accord que si je chronique un bouquin de Pelé, t'es obligé de le lire. Avec plaisir. Bah, si la chronique donne envie de le lire. Eh bien, j'essaierai de faire en sorte. Pelé, ma vie de footballeur. Ouais. Pelé, ma vie de footballeur. Ça, voilà quelqu'un qui écrit sur quelque chose qu'il connaît. Ouais. 18,50 € en édité chez Brochet. Et maintenant que ce moment a été diffusé à l'antenne, partagé avec tous nos auditeurs, vous ne pouvez plus reculer. Juliette ni Alex qui a promis de lire ce livre, bien sûr. On passe au cinéma, le mini masque et la plume, le mini cahier du cinéma avec le grand Thomas Croisière et ses enfants. En ce jour de bicentenaire de la mort de l'empereur, la séance de mes deux grognards, hier, c'était... Napoléon d'Abel Gans. Ou plutôt vu par Abel Gans, dont il ouvrit le tournage en 1925 par ces mots « Il faut que ce film nous permette d'entrer définitivement dans le temple des arts par la gigantesque porte de l'histoire ». Ce film devait être le premier d'une série de 8 embrassant d'Ajaccio à Sainte-Hélène le destin de l'aigle. C'est l'histoire de Napoléon, comme vous pouviez vous l'attendre. Ça raconte depuis l'école militaire, où il fait des batailles de boules de neige, à son mariage et la bataille d'Italie. De l'école militaire de Brienne aux hauteurs de Montezemolo, 1783-1796. Dire 5h30 le film. On a fait 3 heures de film, une pause, 2 heures de film. Mais tout ça en 2 jours, hein, quand même. Yeah! Les 5h30 de la 3e version restaurée qui tiennent sur 7542 mètres de pellicule quand Gans en tourna plus de 450 km. Je me dis que c'est vraiment super comme film pour un film qui a été tourné il y a 100 ans quand même. Et qu'il était très en avance. Super long. Très en avance sur son temps. Celui qui l'a écrit, ce film. Abel Gans pensait le cinéma en musique de la lumière. Il se vit comme compositeur de symphonies visuelles et offre du jamais vu. Je le cite. Pour la première fois au cinéma, le public ne devra pas être spectateur comme il l'a été jusqu'à présent. Il devra être acteur comme il l'est dans la vie. Et celui qui tint le rôle de la sienne jusqu'après sa mort, c'est Albert Dieudonné, dont la dernière volonté fut d'être inhumé dans le costume de l'empereur. En sus de Bonaparte, on croise aussi Danton, Robespierre, Marat et Saint-Just, dont Abel Gans endosse le rôle d'archange de la terreur. Pour la Révolution, je suis pas d'accord avec certains avis de la Révolution. Par exemple, la Révolution n'a pas besoin de savants. C'est pas génial, moi je dis. La Révolution, elle a besoin des savants. On a toujours besoin des savants. Mais je suis pas d'accord pour qu'on tue des millions de gens, même si c'est nécessaire parfois. Je suis pas d'accord. Émile Villermoz qualifia le film de belle œuvre et de mauvaise action. Biaisé par sa licence romantique, Gans trahit la Révolution, alors que sa vraie révolution, à lui, est cinématographique. Ma bataille préférée, c'était la bataille du fort de Toulon. Ma deuxième bataille préférée, c'était celle de Boule de Neige. Et puis ma troisième, c'était celle d'Italie. Parce qu'en fait, celle d'Italie, on voit pas beaucoup d'action. On voit juste les 3 plans qui sont jolis, avec le bleu, blanc, rouge. Et si vous le voyez, ce qui est carrément improbable, enfin, peut-être. Mais Gaston, moi j'espère que tout le monde se ruera sur l'ultime restauration que Georges Mourier triture depuis 12 ans au milieu des 300 boîtes du fonds Napoléon de la Cinémathèque et qui est attendue en fin d'année parce que Gans, avec ses surimpressions allant jusqu'à 16 couches, ses travelling sur tout ce qui bouge et ses triptyques panorama, crée un nouveau langage. La campagne d'Italie, il y a beaucoup de plans, on dirait que c'est des plans panoramiques en fait. C'est plein de caméras, enfin 3 caméras qui sont placées, ou 2, ou 1, tout ça. Et après, ça élargit le champ de vision. La polyvision, technologie qu'il inventa utilisant 3 caméras et 3 cadres avec pour but non pas de plaire à l'œil, mais de courir droit au cœur du spectateur et que l'hyperréalisme du parlant tua dans l'œuf. Vous verrez que pendant les 3 plans, il y a un plan en bleu, un plan en blanc, un plan en rouge. Donc il y a du bleu, blanc, rouge dans toutes les scènes. Et donc après, c'est la fin. Vous comprenez ? Gans finit par déclarer « Si je devais recommencer ma vie, je ne ferais pas de cinéma. Ce qui aurait été aussi dommage que si Napoléon n'avait pas été empereur. Vive la France et vive le cinéma !» Vive le cinéma ! Et bravo Alfred et Gaston et Thomas Croisière. Et fin décembre, on se fera la version 7h30 restaurée. Et les l'ont enfants pas sont mal ravis. vécu en plus. Merci beaucoup. Si vous nous suivez en streaming sur franceinter.fr ou sur les réseaux sociaux, vous verrez que notre théâtre est occupé par les nounours des Gobelins. Alors par le truchement d'un dessin,
pose un nounours des Gobelins dans un lieu très solennel, institutionnel. Tu peux poster ton dessin sur les réseaux avec le hashtag par Jupiter, en taguant bien sûr les nounours des Gobelins. Merci à tous les amis. Merci. Merci madame. Merci. Je vous dis à demain, en pleine forme. Nous aurons un invité. Nous recevrons Guillaume Rosier. Il est start-upper et il a fait plus fort que le ministère de la Santé. Il a créé le site Vite ma dose pour trouver une dose de vaccin en rab. Et ça marche, les gars. Eh oui. Mon idée, c'est pas une simple idée. C'est une bombe. Tu fais quoi là, chérie? Je suis sur le site de Vérissure pour me renseigner sur les alarmes. Et pourquoi? Pour protéger notre maison, notre famille, pour éviter de se faire cambrioler, pour dormir sur... Ça te suffit? Ah bah oui, t'as raison. Rendez-vous sur vérissure.fr pour commencer votre devis en moins de